Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Pierre Decré. Directeur associé chez Parkest, un fonds d'investissement, notre invité du jour n'est pas avocat, mais il travaille avec. Les sujets seront ainsi abordés sous un autre angle. Il nous explique ses relations professionnelles avec les avocats, sa manière de recruter et de travailler avec. Recommandations, réseaux et relations, Pierre Decré évoque des thématiques tout à fait intéressantes et au cœur des problématiques du métier. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute! Bonjour Pierre Decré, merci beaucoup de participer au podcast. Alors, on se connaît dans un contexte un petit peu particulier, c'est que le 23 septembre dernier, la société Anomia a rejoint la société Xelia, avec notamment l'outil métier Diapaz à destination des cabinets d'avocats. Et vous avez pris des participations dans cette société-là en début de l'année 2023 avec le fonds d'investissement dans lequel tu es associé, que tu diriges, le fonds Parkwest. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose de pouvoir te donner la parole pour savoir concrètement pourquoi tu allais chercher tel ou tel cabinet d'avocat, pourquoi tu choisissais tel ou tel cabinet d'avocat. Mais avant tout ça, on va parler un peu de toi. Bonjour Pierre Decré. Bonjour. Alors Pierre, tu viens d'où? Tu fais quoi? T'as fait quoi? Quelles études tu as fait? Qui tu es? Waouh. Donc moi j'ai 59 ans, je suis marié, père de 3 enfants déjà très grands parce que je me suis marié très jeune et j'ai mes enfants très jeunes. J'ai été à HEC, études au cours de laquelle j'ai fait une majeure finance, avec pas trop d'idées de ce que je voulais faire. Comme je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, j'avais plutôt l'idée d'entreprendre. Et comme j'avais pas d'idée de quel type d'entreprise monter, que je me suis marié jeune, comme je viens de le dire, avec une femme artiste et donc des revenus en conséquence, je me suis dit que c'était pas le bon moment pour entreprendre et je suis rentré dans une société d'investissement qui m'avait accueilli en stage et je suis rentré dans cette entreprise assez par hasard. Le métier démarrait tout juste, ça avait l'air sympa, ça avait l'air varié comme matière et je me suis dit pour entreprendre, ça va être un bon observatoire pour voir des PME et un jour en racheter une ou plonger dans l'une d'entre elles. Ça, c'était donc en 89. Donc tu vois, 33 ans plus tard, 34 ans plus tard, je suis encore dans le private equity, mais qui est un marché qui a extrêmement évolué. À chaque fois que j'ai voulu le quitter, le marché a évolué. J'ai démarré dans un fonds qui faisait essentiellement un fonds bancaire, une filiale bancaire qui faisait essentiellement du minoritaire, avec très peu de capacité d'analyse, de capacité d'étude, mais surtout très peu de capacité d'accompagner et d'influencer la trajectoire des entreprises. Puis je suis parti dans un fonds à Londres qui faisait du majoritaire, qui était international. Donc là, changement de culture complet, extrêmement intéressant, extrêmement riche. Et puis j'ai participé à la création de Parkwest en 2002, au départ ING Parcom, backé donc par un fonds 100% ING, pour démarrer leur stratégie en France avec 2 de mes associés actuels qui sont toujours là, et avec qui on a créé une stratégie d'investissement vraiment à notre main, avec un actionnaire qui nous a laissé une totale autonomie. Et là, j'ai vraiment pu, depuis plus de 20 ans, exercer un métier, au fond, pas mal d'entrepreneurs, puisque aujourd'hui, dans les entreprises qu'on accompagne, on a des relations de partenariat, d'écoute, donc on peut vraiment parler de stratégie, influencer les trajectoires des entreprises dans l'objectif de créer de la valeur. Et puis, la boucle s'est bouclée il y a quelques années, quand ING nous a proposé de ne plus être l'opérateur de notre marché, de notre métier, mais un investisseur. Et avec mes associés, nous avons racheté la société de gestion et nous avons monté un fonds dans lequel ING est toujours le premier investisseur, pas actionnaire. Et là, la boucle s'est bouclée puisqu'on est devenu entrepreneur de la finance. C'est une entreprise particulière, mais c'est notre entreprise.
Et du coup, on manage des équipes qui sont nos équipes. On ne dépend plus d'ING pour nous dire c'est quoi le budget pour fonctionner. Et c'est assez passionnant. Très clair. C'est quoi les grands enjeux de ton métier? Parce qu'il doit y avoir le sourcing des entreprises, l'analyse des entreprises pour voir si celles-ci peuvent être plus performantes qu'elles ne le sont aujourd'hui pour que tu aies un retour sur investissement, sur l'investissement que tu mets en place. Si tu vas trouver des leviers à l'intérieur de ces entreprises, comment concrètement ça fonctionne? C'est quoi un peu les grandes étapes de ton métier? Si je synthétise après plus de 30 ans de métier, le triptyque d'un deal réussi, il y a beaucoup plus que ça derrière, mais c'est globalement un bon marché, une bonne entreprise dans son marché et une bonne équipe de management dans cette bonne entreprise, dans son bon marché. Le tout, tu mets une petite sauce de bonne gouvernance et de relations de bonne qualité entre l'équipe de management et le fonds, et là, tu as franchement un combo qui peut faire des étincelles. Et moi, j'ai vu depuis que je fais ce métier des parcours d'entreprises assez incroyables, de petites boîtes régionales, familiales ou filiales de groupe, devenues le leader mondial de sa spécialité après 5 ou 6 LBO successifs. Parce que là où tout le monde a l'impression qu'on se passe un mistigris et qu'on assèche les boîtes et que c'est pas normal de créer de la valeur comme ça à 5 LBO de suite, ce qui fait 25 ans, parce qu'avec un LBO ça dure 5 ans. En fait, la réalité, c'est que quand on a ce bon combo, les entreprises dans des marchés assez vastes et qui savent s'inventer leur futur tous les 5 ans, en fait, c'est un peu nos limites. Et donc voilà. Et donc, une fois que j'ai dit ça, pour analyser, il faut avoir le bon sourcing pour avoir vraiment beaucoup de choix. Nous, on regarde 200 opportunités par an, on fait 2 opérations en moyenne. Vous faites 2 opérations à l'année? Ouais. Donc ça veut dire qu'on élague énormément parce qu'on veut tomber, nous, sur des bons marchés qui ont des sous-jacents porteurs à long terme, des bons drivers de croissance, des bonnes entreprises dans ce marché, parce que si tu achètes la boîte qui n'a pas la bonne position dans son marché, le marché a beau être bon, c'est les autres qui vont plutôt en profiter. Et puis on passe du temps aussi à discuter avec l'équipe de management pour s'assurer que c'est une bonne équipe et qu'elle est capable de grandir et d'accompagner les projets et les ambitions des projets. Et généralement, on enrichit beaucoup les équipes au cours du parcours en dopant les équipes et en recrutant des talents pour être capable de viser plus loin. Alors, moi, j'ai une culture financière qui est très très faible. Je connais très peu d'acteurs, mais j'étais agréablement surpris de voir l'impact que vous pouviez avoir au sein de la société Xelia. Moi, je croyais bêtement, comme tu as pu le dire tout à l'heure, que les LBO, c'était on se passait le mistigris, etc. au fur et à mesure. Ça, j'avais compris que c'était pas exactement le cas, mais je croyais que finalement, c'était un partenariat qui était exclusivement financier. C'est concrètement, les managers et les équipes vendent un projet, le fonds d'investissement y croit, se dit banco, je vais pouvoir faire x5, x6 par rapport à mon investissement de départ d'ici 5 ans. Je mets du cash et je regarde les reportings qui arrivent tous les mois. S'il n'y a pas de problème, je laisse gérer. Et s'il y a un problème, là, j'interviens, ou en tout cas, je vais discuter avec le management pour trouver une solution. Ce qui m'a plu dans votre approche, c'est peut-être que vous n'êtes pas les seuls à l'avoir, en tout cas, ou peut-être que c'est une approche qui est singulière, c'est que vous êtes concrètement là, main dans la main avec le management, pour pouvoir les aider, même dépêcher des acteurs au sein de l'entreprise, pour pouvoir les faire avancer, les faire progresser, les faire grandir, les faire évoluer dans la bonne direction. Ça, c'était vraiment un positionnement que vous aviez dès le départ? Oui, alors dans l'accompagnement des fonds de private equity, des entreprises dans lesquelles ils investissent, tu as vraiment tout le spectre du mode d'intervention. Il y a ce que tu décris, et il y a encore des fonds qui font ça, je pense de moins en moins, qui est de dire je fais un pari, je mise, je mets l'argent, derrière je prends les reportings et je n'interviens que si vraiment il y a un pétard. Bon, le problème, c'est que souvent quand il y a un pétard, c'est souvent un peu tard, et ça se passe souvent pas très bien, et souvent des pétards n'arrivent pas parce qu'on les anticipe en avance, qu'on voit la dérivée de l'entreprise et qu'on essaie de changer les choses avant que ce soit un problème qui se voit même complètement dans les chiffres. Et à l'autre bout du spectre, tu as des fonds, notamment beaucoup les anglo-saxons, qui sont d'un niveau d'interventionnisme qui est absolument hallucinant, alors plutôt sur les plus grosses opérations, et où dès le lendemain du deal, tu as potentiellement, moi j'en connais, 30 mecs qui déboulent de chez le fonds et qui sur toutes les fonctions de l'entreprise vont décortiquer dans le moindre détail et expliquer comment il faut faire. Bon, nous, on est quelque part entre les deux, parce que nous, on n'est pas interventionniste au sens opérationnel des choses. On considère qu'on investit sur des équipes qui sont compétentes. S'il y a des zones de défaut ou d'insuffisance managériale, eh bien, on convainc le management de recruter et de combler cette lacune.
Et nous, on a un rôle d'actionnaire, nous, on n'a pas un rôle de management. Donc nous, on est là pour aider le management à sortir la tête du guidon, parce que tous les managers de toutes les PME, ils sont quand même globalement la tête dans le guidon. Et nous, notre rôle, c'est qu'on a l'expérience de l'accompagnement d'entreprise depuis des années et qu'on sait détecter les endroits où il y a des zones d'ombre, ou des zones de flou, des zones de non-contrôle, ou des zones d'amélioration. Et notre rôle, c'est de convaincre le management et de leur expliquer que là, on pense qu'il y a l'amélioration, parce qu'on a vu ailleurs fonctionner différemment. On travaille beaucoup par benchmark, et on les convainc que du coup, là, ça vaut le coup de travailler. Et on est très métier. Et d'ailleurs, c'est intéressant, quand on voit, ça fait plus de 20 ans qu'on existe, pendant 10 ans, tous les profils qu'on recrutait, c'était des profils de financiers, M&A, transaction service, banquiers. Et à partir d'il y a une dizaine d'années, 90% des recrues qu'on a fait venir chez ParkWest sont des gens qui sortent des cabinets de stratégie, en considérant que la finance est devenue beaucoup plus une commodité, qu'il y a tous les consultants de la Terre qui vont bien, qui savent par cœur mettre des reporting, tout ça, c'est très bien, donc ça on le sous-traite beaucoup. Et en revanche, que les managers, ils ont beaucoup plus besoin d'accompagnement stratégique et que ça crée beaucoup plus de valeur. Tu peux optimiser pile poil ton EBITDA en y passant beaucoup de temps, et c'est très bien, ça aide, ça contribue. En revanche, faire les bons choix stratégiques et aller partir dans les bonnes directions en termes d'acquisition, d'investissement R&D, de développement produit, développement de fonds de commerce, etc. Prendre les bons choix à ce moment-là, c'est quand même à la fin créer un acteur qui est beaucoup plus attractif et beaucoup plus stratégique pour un acquéreur à la sortie. Que l'acquéreur soit un fonds ou que l'acquéreur soit un industriel, nous on essaie dès le premier jour de se dire qu'est-ce qu'un investisseur, un acheteur à terme va valoriser au mieux dans ce projet, et nous on va orienter le projet quand même dans cette direction qui va être le plus valorisant pour le groupe. Parce que basiquement quand même, il faut dire les choses, on est là pour faire fructifier les capitaux qu'on nous a confiés, que les investisseurs nous ont confiés, et une bonne manière de le faire, c'est de créer de la valeur stratégique qui se convertit en espèces sonnantes et trébuchantes. En 20 ans de carrière et d'investissement et d'accompagnement des entreprises, est-ce que tu as une histoire peut-être, je sais que tu en as plusieurs, j'ai parlé longtemps pour te laisser réfléchir, que tu voudrais nous partager sur vraiment quelque chose dont tu es fier, sur une belle entreprise qui a eu une croissance importante, qui a pris une décision difficile au moment où elle l'a prise et qui finalement s'est avérée une décision extrêmement positive. Et après, évidemment, je te demanderai le pendant inverse. Est-ce que tu as accompagné une entreprise où tu as été vraiment déçu, où tu as eu un sentiment d'échec par rapport à cet accompagnement-là ? L'exemple, il y en a plein, donc c'est difficile de choisir, mais je peux en choisir un, puisqu'il s'est débouclé là, en début d'année. C'est une entreprise qui s'appelle Laboratoire Unitaire, qui est une entreprise de laboratoire pharmaceutique qui fabrique pour compte des grands labos des fioles unitaires. Donc c'est des gouttes en doses unitaires qu'on met dans les yeux, pour soigner des maladies, etc. J'imagine que tu vois le type de produit, que c'est une espèce de petite grappe. Ça paraît un produit extrêmement bête, c'est un produit extrêmement compliqué à fabriquer, parce qu'il faut, en univers stérile, fabriquer d'un seul coup. Il y a le plastique qui arrive d'un côté, les dirigeants m'entendraient, ils hurleraient sur la description du process industriel, mais tu as le contenu pharmaceutique qui a été potentiellement fabriqué par le labo pharma pour qui tu travailles, qui te donne le composant, le contenu. Toi, tu fabriques le contenant, et dans une seule passe industrielle, tu souffles le plastique en fiole, tu injectes le produit dedans, tu refermes, tout ça, et ça sort en grappe, et c'est emballé, et c'est parti. C'est un métier extrêmement capitalistique, c'est d'énormes machines, ces énormes usines, etc. Et de manière très amusante, moi j'étais dans un fonds précédent qui a fait la première opération de LBO sur cette opération, sur cette activité, qui faisait à l'époque quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous, quand j'ai changé de fonds, et quand le fonds a voulu sortir, nous avons racheté, nous avons fait une opération majoritaire. L'entreprise à l'époque était nationale, elle valait 80 millions, et on l'a accompagnée de 2005 ou 2006 à encore maintenant, au travers de 4 opérations successives. La première, nous étions majoritaires, qui a duré 5 ans. Au terme des 5 ans, l'entreprise voulait partir aux États-Unis. Il se trouve qu'on avait fait un cycle avec elle. Partir aux États-Unis, décider d'avoir un fonds plus gros qui avait un reach américain. Donc on a fait une nouvelle opération. Il y a eu plusieurs fonds qu'on regardait. On a choisi un. Nous, on est revenu dedans. 4 ans après,
On voulait aller en Chine, donc on a fait une autre opération avec notre fonds, c'était Ardian, pour accompagner le changement d'échelle et l'entrée en Chine. Et cette opération, qui a duré 4-5 ans, s'est débouclée en début d'année avec un consortium. Si je la fais courte, on a fait une opération à 80 millions d'euros de valo, là c'était près d'1,7 milliard. Vache. Et l'entreprise est passée de quelques dizaines de millions à 450 et une centaine de millions d'EBITDA. Il y avait un sentiment de frustration quand, par exemple, tu accompagnes l'entreprise dans un premier temps, donc sur les 5 premières années, de 2006 à 2011, ils veulent partir aux États-Unis. Et là, est-ce que vous avez encore le capital pour pouvoir suivre sur des deals qui sont beaucoup plus en l'occurrence, une des raisons pour lesquelles on a changé d'actionnaire, c'est qu'on n'avait plus le capital. Ouais. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui s'appellent les fonds de continuation qui existent, ou sur certains projets d'entreprise, où justement il y a cette frustration de mesurer le potentiel qui reste à exprimer pour une entreprise, se dire je passe la main à quelqu'un d'autre. Bon, nous, pour limiter cette frustration, on a pu investir en minoritaire dans le deal et en profiter quand même. Aujourd'hui, les fonds de condition permettent de relever un véhicule spécifique avec des investisseurs qui sont d'accord pour entrer dedans, mais géré par la société de gestion et qui permet de continuer d'accompagner l'opération en gestionnaire de fonds. Donc on garde le contact et la gestion avec le management et on change juste de structure juridique de fonds et on crée un fonds ad hoc pour ça. Et ça, c'est une technique qui s'est développée depuis quelques années, qu'on a à ce stade pas encore nous utilisé, mais qu'on a vu certains fonds utiliser précisément dans cet objectif-là. Donc ça, les choses à bouger. Et pour répondre à ta question, c'est un bon exemple, parce qu'on regarde ça, on se dit waouh, super la trajectoire. Aujourd'hui, ils sont leaders mondiaux de leur spécialité. Je crois, pas dire de bêtises, 10 fois plus gros que le premier successeur, qui à l'époque du LBO était leader mondial 10 fois plus gros que nous. Ah oui, c'est une super opération. Et on voit d'ailleurs là que le private equity, quand ça marche bien, est une gouvernance et un mode d'accompagnement d'une puissance incroyable versus une boîte qui était cotée en bourse et qui pendant ce temps-là a fait pas du surplace, mais n'a pas eu du tout cette trajectoire. Mais pour autant, nous quand on a fait l'opération, c'était en 2005 ou 2006, très rapidement derrière, il se trouve que chez nos actionnaires hollandais, parce qu'on était encore filiale hollandaise, un nouveau dirigeant est arrivé. Et il a fallu prendre des décisions d'investissement et de remettre de l'argent pour financer une très grosse usine parce qu'ils avaient pris un énorme contrat d'outsourcing d'un de leurs clients potentiels. Et là, il fallait mettre beaucoup d'argent. Et notre nouveau président, quand il a vu les chiffres, a dit « vous êtes des grands malades ». Et on a eu des débats internes compliqués sur on met beaucoup de capex, donc on ne peut pas payer la dette pendant ce temps-là, donc il faut remettre de l'argent, est-ce que c'est une bonne idée ? Et c'était pas des décisions faciles à prendre parce que c'était beaucoup d'argent. Et donc voilà, donc on a pris la décision et derrière le contrat était extrêmement profitable et le retour sur investissement a été phénoménal et ça a permis de lancer l'entreprise dans sa conquête internationale. Surtout que si je me trompe pas, en réalité, vu que vous faites exclusivement 2 opérations par an, vous regardez 200 dossiers mais vous faites 2 opérations par an, vous pouvez pas vous permettre d'être trop à risque sur une des opérations parce que votre portefeuille est moins lissé. Par exemple, qu'un portefeuille de venture qui ferait 300... Alors, c'est pas du tout le même modèle. Le portefeuille de venture, ils font beaucoup de deals parce que le taux de casse est énorme. Et donc, tu dois beaucoup diluer. Nous, on a un portefeuille plus concentré, plus classique des fonds de private equity, c'est-à-dire à peu près une douzaine d'opérations par fonds. Donc là, tu mitiges sur 12 deals ton risque. Mais globalement, on est sur effectivement, nous, on protège beaucoup nos downsides en investissant sur des business quand même relativement sûrs, mais qui ont des perspectives de croissance, parce que si ton business est tellement sûr que tu achètes une obligation, tu as du mal à offrir les rendements que tu attends de ton investissement sur quelque chose de trop sûr, mais qui n'a pas de croissance. Il faut trouver le bon équilibre en fait. Et du coup, tu peux nous partager l'expérience d'une boîte ou d'un échec que tu vas voir, que c'est personnel, si tu veux pas citer le nom de boîte, tu n'es évidemment pas obligé, mais en tout cas d'un truc dont tu étais sûr que ça se ferait bien et finalement ça s'est bien passé. On a investi en 2007 dans un groupe qui s'appelle 5 à Sec, un groupe de pressing, 2000 pressings dans le monde, 20 pays couverts, un modèle ultra diffus de retail local, donc de magasins de pressing faisant 30% de marge d'EBITDA dans chaque pressing, sur un besoin assez incompressible, et c'est peut-être là qu'il y a eu un problème, un besoin quotidien ou quasi quotidien de consommation, métier très local, une jolie marque, donc ça cochait toutes les cases du bon LBO, les cash flows très répartis, plein de pays, un modèle de magasins intégrés et de franchises, des taux de croissance importants, un potentiel de build-up dans le monde entier énorme, consistant principalement à racheter des franchisés ou des petits groupes de franchises de gens qui partaient à la retraite.
et beaucoup d'économies d'échelle à organiser au niveau central. Et en fait, on a, à la fin des fins, je la fais courte, sur 15 ans, tout perdu. Et notamment parce qu'on s'est trompé sur le marché, sur le fond du marché. Je te disais, un bon marché, une bonne boîte, un bon management. Et en fait, le marché était un marché qu'on avait identifié comme étant structurellement en déclin, parce que les gens consomment moins de pressing, les gens s'habillent plus casual, mettent moins de costumes, mettent plus de cravates. Déjà, c'était vrai à l'époque, je parle de 2007. Et donc, tendanciellement, il y avait une érosion du besoin, en tous les cas dans les pays matures, mais dans les pays jeunes, le Brésil, etc., c'était des pays qui accèdent à la classe moyenne se développe, et donc les gens veulent accéder au même code que les pays occidentaux, donc le pressing se développait fortement. Et surtout, il y a des nouveaux services qui apparaissaient, comme le lavage des chemises, par exemple, et l'outsourcing complet de tout ce que tu laves à la maison en le mettant au pressing, qui devient aussi laverie, parce que immobilier très cher, tu n'as plus envie d'avoir une machine à laver, ou tu n'as pas forcément de femme de ménage, et donc tu mets tout là-bas. Et en fait, on s'est gouré dans l'appréciation d'un côté ça décline et de l'autre j'ai des opportunités de développement. Le déclin a eu lieu plus vite que prévu, et le coup de grâce, je te la fais courte, tous ces 15 ans après, c'est le Covid, qui a tué qui a achevé de tuer le business, parce que les gens ne sont plus allés au pressing, et que le télétravail et le casual full-time qui s'est développé dans toutes les entreprises a fait que le niveau de consommation a encore baissé d'un cran. Et c'est des business à coût fixe. Tu as des loyers de magasins, tu as des machines à faire tourner, et tu as du personnel dans tes magasins sur des horaires assez larges. C'est que des coûts fixes. Et donc, ça a achevé de tuer le business. Mais voilà, donc c'est vraiment je la fais très très courte. Ouais. En plus, il se trouve qu'on avait payé l'entreprise en 2007, en juillet 2007, donc c'est le pic du marché en termes de valo, de niveau de financement, de coût des financements, etc. Et que derrière, on s'est pris la crise la plus grave qu'on ait jamais connue, et où 3 de nos pays qui étaient assez contributeurs en marge, et notamment la Grèce, qui était un master franchisé, ont déposé le bilan, et donc ont coupé les sources de cash flow. Et, voilà. Très compliqué. Très compliqué. À mettre au compte des pertes et profits. Exactement. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, ça m'intéresse à titre personnel, et aussi pour donner un élément de contexte qui est très important, pour savoir un peu qui t'es, ce que tu fais, et pourquoi t'es ici, et pourquoi tu acceptes de faire ce podcast-là. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est tes choix d'avocat, la façon dont tu aimes être contacté, parce que nous, on accompagne des cabinets. Ils sont encore très frileux sur le démarchage, sur la façon de solliciter un partenaire de fonds quand on parle de toi, ou même un dirigeant d'entreprise, etc. Et derrière, ils se sentent toujours illégitimes ou trop légitimes, ou il y a toujours un problème de perception ou de placement, pour pouvoir se dire, mais attends, ParkWest, c'est un big fonds d'investissement, il doit travailler avec, je vais citer des noms, tu ne travailles pas avec Skadden, avec Sullivan, avec Goodwin, je ne sais pas si tu voudrais les citer, ceux avec lesquels tu travailles, mais pour pouvoir dire, mais en fait, voilà, moi petit avocat, dans un petit cabinet français de 7 personnes, j'ai aucune chance de travailler avec ParkWest. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quel est ton cheminement pour, 1, choisir tes avocats, et 2, pour pouvoir les sélectionner sur telle ou telle opération? Alors là-dessus, c'est assez perso, ou en tout cas c'est très culturel de chez ParkWest. Bien sûr. Je vais juste dire un tout petit mot de notre culture, parce que c'est important pour répondre à cette question. Nous, on a une culture très partenariale, et on a une culture très long terme. Et on attache énormément d'importance aux relations. Notre slogan, c'est « Values make value », donc on est attaché aux valeurs, et on pense que ces valeurs-là, de fidélité, de transparence, d'éthique, etc., ça crée de la valeur. Sur plein d'aspects. Bon, c'est pas le sujet, donc je vais pas élaborer plus que ça, mais ça se traduit comment? C'est que dans les relations qu'on a avec les gens avec qui on travaille, et qui ne sont pas que les avocats, mais notamment les avocats, on a un niveau de fidélité aux gens avec qui on travaille qui est très grand. Et donc, quand on a démarré ParkWest en 2002, moi, j'avais mes habitudes de travail depuis des années avec des avocats avec qui on travaillait, que j'avais connus dans mon passé. Je te donne un exemple, un garçon comme Christophe Digois, qui bossait à l'époque chez Suez, il était avocat intégré à l'équipe Suez. Il se trouve que le fonds que j'ai rejoint à Londres à la fin des années 90 était un fonds monté avec un noyau dur d'anciens de Suez, et qui avait voulu embarquer Christophe dans leur aventure. Bon, les Anglais n'étaient pas très chauds de ça, et Christophe a rejoint à l'époque Clifford Chance,
Et donc, on a bossé beaucoup avec Christophe qui faisait tous nos deals chez Clifford. Bon, Christophe est passé chez Berwyn, puis chez je sais plus qui, et maintenant Goodwin. Et donc moi, quand je suis arrivé chez Parkwest, j'ai présenté Christophe à mon associé Denis Le Chevalier, qui lui-même avait ses habitudes avec Michel Free, par exemple, qui à l'époque devait être chez Will Kiffard. Et Michel, il a changé 10 fois de structure derrière, et on a bossé avec lui pendant 20 ans, et on l'a suivi au fur et à mesure de ces structures. Donc voilà, donc on a chacun amené des gens avec qui on a l'habitude de bosser. Moi, j'ai appris à bosser avec les avocats de Denis. Denis a appris à bosser avec mes avocats, qui sont devenus un peu les avocats du fonds. Plus tard, je suis devenu très proche d'un Xavier Jaspard chez Mayer Brown, donc on a aussi travaillé chez Mayer Brown, etc. Bref. Et l'avantage de travailler de manière très fidèle avec des avocats, c'est que on se connaît par cœur. On peut faire des shortcuts extrêmement rapides et aller très très vite et très efficace sur les dossiers. On connaît leurs compétences, donc on sait les faire, les utiliser entre guillemets sur les points de plus grande compétence. On connaît aussi leurs faiblesses, et donc il y a des moments où on ne les demande pas d'intervenir parce qu'on sait que sur ce sujet-là, c'est pas les mieux du monde. Et puis basiquement aussi, en termes purement financiers, on passe notre temps à rater des deals. Et on n'en fait que quelques-uns, et donc on peut aussi trouver des manières de facturer où c'est pas forcément le même tarif exactement quand on rate le deal que quand on le fait. Ok, donc il y a une espèce de success fee quand tu... En fait, c'est même que très souvent on travaille sans même se faire de budget, parce qu'on sait qu'à la fin on va se mettre d'accord sur un truc raisonnable qui va aller. Là où, dans l'autre bout du spectre, et ça c'est mes copains avocats qui me le disent, il y a des fonds qui, sur chaque deal, pour faire un appel d'offres entre plusieurs cabinets pour négocier à chaque fois, etc. Bon, nous, c'est pas comme ça qu'on bosse. Donc, mais alors, c'est vrai que pour du coup, les cabinets qui nous prospectent, et on est prospecté et on reçoit régulièrement des sollicitations de gens qu'on reçoit qui nous expliquent, en gros, leurs compétences, leur savoir-faire, leur track record, qui sont des éléments importants aussi, parce que les cabinets d'avocats avec qui on bosse de manière régulière, d'abord, parfois ils sont conflictés, donc on peut pas bosser avec eux. Parfois ils bossent avec nos concurrents, parfois ils sont en face de nous parce qu'ils sont à la vente. Donc on a besoin de quand même travailler avec plusieurs. Et puis là, nous on travaille sur des tailles d'opérations qui vont de plus petits deals, par exemple sur des croissances externes, à des plus gros deals dans la fourchette haute de nos opérations. Tu peux donner des éléments un peu de montant qu'on puisse se rendre compte ? Nous, on achète, on investit dans des entreprises qui valent quelque part entre 20-30 millions et 200 millions. Okay. Avec des tickets, donc c'est les valos. Les valos drivent quand même un peu... Donc on est sur du SMID. C'est du SMID, ouais. Nous, quand on a commencé, on était quasiment sur du large, mais maintenant c'est devenu quasiment du small. Nous, on est resté dans notre segment, là où le marché est devenu énorme, et nous, on n'a pas voulu suivre. Mais voilà, donc ça crée quand même la différence de coût d'avocats sur un deal à 20 millions, mono-entreprise franco-française, 50 salariés, ou un deal à 200-250 millions, plein de filiales, des filiales étrangères et 3000 personnes, c'est évidemment pas tout à fait le même coût d'audit. C'est une complexité de montage potentiellement plus grande, et donc c'est pas forcément les mêmes fees. Et après ça, nos amis avocats, ils peuvent ne pas être tout à fait adaptés parce qu'ils ont plus de mal à être moins cher pour les petits deals si leur cœur de cible c'est plutôt la boîte à 150 millions. Donc il y a aussi des cabinets avocats qui sont moins chers. Potentiellement la qualité n'est pas moins bonne, mais en tout cas ils sont à la fin moins chers et plus adaptés à la nature des opérations que l'on fait. Mais ce qui m'intéresse, tout ce que tu dis m'intéresse, mais tu vois, il y a beaucoup d'avocats qui me disent mais je peux pas solliciter directement quelqu'un, etc. Et toi tu me dis que le contraire, c'est que, en fait, tu te fais solliciter et même tu es content parce que tu les reçois. Ouais. Et derrière tu peux regarder et potentiellement avoir un partenaire ou un deal à lui filer pour le tester. Le truc classique qui arrive, c'est qu'on fait connaissance d'un avocat dans une négociation où l'avocat est dans la partie entre guillemets adverse, côté vendeur, côté management, côté fonds qui vend. Et voilà, et on fait connaissance dans ce cadre-là. Et après le deal, moi ça m'est arrivé mais très très souvent d'être sollicité par l'avocat d'en face qui me dit tiens, on se connaît pas, et il vient me vendre son positionnement, ses angles, sachant que les avocats, ils ont, et ça nous intéresse, ils sont souvent proches
de quelques cas d'investissement qui vont un jour venir. Ils sont proches parce qu'ils sont conseils d'équipes de management qu'ils ont accompagnées sur plusieurs opérations. Et nous, évidemment, on est intéressés à connaître les conseils des managers parce que dans une discussion, une négociation, quand tu connais le conseil de la partie d'en face, tu as quand même un canal de discussion qui est beaucoup plus simple que quand tu connais pas les gens. Clairement. Très clair. Donc là, tu parles finalement des investissements que vous allez pouvoir réaliser. Est-ce que tu as les mêmes avocats à l'investissement qu'à la sortie ? Et qui tu vas choisir ? Est-ce que ce sont ces mêmes avocats que tu connais depuis des années et des années lorsqu'on parle de la vie courante de tes affaires ? Je sais pas, j'espère que ça ne t'est pas arrivé et que ça t'arrivera jamais, mais un conflit avec le management important, des problématiques de restructuring sur un groupe dans lequel vous avez investi ou dans une entreprise dans laquelle vous avez investi, des problématiques de pays particuliers qui nécessitent votre intervention. Vous avez aussi une batterie entre guillemets d'avocats pour du day-to-day ? Absolument. C'est-à-dire que les avocats qui sont... Il y a un point, je pense, un point que j'ai oublié. Nous, dans les avocats avec qui on travaille, il y a la relation, etc. Il se trouve que ceux qui on travaille, ils sont aussi dans des cabinets qui ont pignon sur rue. Des gens comme Goodwin, par exemple, ils font énormément de transactions. Un des avantages pour nous, au-delà de tout ce que j'ai dit sur la relation, la connaissance, les fils, le machin, c'est aussi le fait que quand tu as un avocat qui fait beaucoup de transactions, il est aussi souvent... le plus au courant des dernières tendances. Comment je modifie le montage suite au fameux arrêt d'il y a 2 ans, la cour d'appel, etc. Comment je modifie et j'influence les structures pour tenir compte de ça. Quand tu as un cabinet qui a pignon sur rue, qui voit plein de deals, qui est dans toutes les commissions qui vont bien de réflexion autour du sujet, tu es plus sûr d'avoir les bonnes réponses le plus vite que quand tu as un cabinet qui fait un LBO tous les 36 du mois. Voilà. Fin de parenthèse. Mais ces cabinets-là, ils sont quand même relativement chers. Ça coûte combien en moyenne un deal chez eux ? Si tu prends un deal à 200 millions, c'est quoi les fees combien de ta c'est très variable, okay. mais je dirais que ça va de 250 à 600 000 euros. Okay. Ça dépend du coverage, ça dépend de pas mal de choses, mais c'est à peu près cette zone-là, je dirais. Mais en revanche, pour la vie de l'entreprise, pour le corporate, la tenue des boards, le corporate classique, les AG, la tenue juridique, c'est pas des gens qui sont adaptés, ils sont pas outillés pour, ils n'ont pas les structures de coûts, ils n'ont pas... bref. Donc en général, nous on travaille... Très souvent, les entreprises dans lesquelles on investit ont déjà leur organisation juridique. Donc si les personnes à qui ils bossent sont bien, on n'a pas de raison de remettre en cause. Ou parfois, du coup, s'ils n'ont pas la bonne personne et que le juridique a un foutoir dans la boîte, ce qui arrive, à ce moment-là, on va sélectionner des cabinets d'avocats qui sont spécialisés là-dessus. Et après ça, il y a tout le reste de la vie de l'entreprise, des contentieux commerciaux, des contentieux avec le management. Nous, il se trouve qu'on n'en a pas eu, mais c'est des cas qui arrivent, je sais. Mais le contentieux commercial, ça arrive. Et du coup, les cabinets que j'ai cités, ils ne sont pas forcément équipés, parce que ce n'est pas leur truc. Et on va voir des cabinets beaucoup plus spécialisés contentieux. Et là encore, quand tu as une bonne expérience... ou sur un contentieux, le cabinet avec qui tu as bossé il y a quelques années, tu as dénoué le truc extrêmement bien, tu vas avoir tendance à reconfier les affaires derrière. Pareil, quand tu as un restructuring, il se trouve que nous, ça fait des années qu'on n'en a pas eu, mais 5 à sec, on est passé plusieurs fois en restructuring avec les banques, et à ce moment-là, tu prends des avocats qui sont spécialisés là-dedans, parce qu'il faut des pros du truc, c'est quand même pointu. Et par exemple, est-ce que tu écoutes les gens avec qui tu travailles ? Imagine, moi je suis un jeune avocat, tu vois, j'ai 3 ans d'expérience, je commence à faire un peu ma clientèle perso, et je sais que dans ton équipe, il y a, je vais raconter une bêtise, un mec qui s'appelle Arthur. Il s'avére que cet Arthur-là, moi j'aimerais bien le contacter, parce que peut-être qu'un jour, tu vois, si jamais ils ont besoin d'un avocat dans ma spécialité, qui n'est pas ton core business, qui est par exemple, je sais pas, je suis spécialisé en beaux commerciaux, il s'avère qu'ici on est dans les locaux de Xelia, un jour on a un problème en beaux commerciaux avec le bailleur qui est présent ici, peut-être que je pourrais me faire introduire par cet Arthur qui me connaît et donc du coup qui pourrait te parler. Absolument. Est-ce que du coup tu es à l'écoute de tes équipes pour pouvoir potentiellement te recommander un avocat ? Et bien sûr, et nous on passe notre temps, ça fait partie la gestion c'est un bien grand mot, mais du knowledge management au sein de l'équipe comme la nôtre, c'est un élément clé parce que ces éléments de besoins ponctuels sur des sujets hyper pointus, c'est pas des trucs qui ressortent tous les 10 secondes. Et du coup, à chaque fois que ça ressort, en revanche, dans l'équipe, on se questionne tous en disant tiens, sur cette boîte, j'ai ce pétard-là, est-ce que quelqu'un connaît un bon pro de la renégo d'un bail commercial ou de la discussion d'un bail commercial ?
Et là, si personne n'a ça top of mind, on recherche dans des bases de données, on repasse des coups de fil. Donc typiquement, l'avocat qui a fait son boulot de prospection et de relation, le jeune chez nous, le Arthur chez nous, va dire oui, moi je connais un avocat, il est vachement bien, c'est son taf quotidien et parlons-lui. Et nous, on sera ravis d'avoir une solution tout de Donc suite. pas besoin tout le temps de taper la tête, en réalité on peut aller discuter avec les gens des équipes et à un moment donné le nom peut ressortir. Ultra intéressant. Absolument. En termes de facturation, on se bat contre un truc, les avocats qui proposent encore de la facturation aujourd'hui au temps passé. En gros, ils affichent un prix facial de l'heure sur lequel ils mettent des write-off à 30 ou 40 points parce que personne ne veut payer tout le temps qu'ils ont passé dessus. Le forfait, quand il est déguisé en disant en fait voilà, je te mets un forfait, il y en a pour 200 heures, et il rappelle le client en lui disant écoute, voilà, t'en as consommé 198 là, du coup il va falloir réaugmenter, on tient ça pour horreur. À titre personnel chez Anomia. Toi, c'est quoi ta conception de la politique de prix et de politique de facturation que tu aimes? Moi, j'avoue que c'est le gros avantage de travailler de manière régulière avec les mêmes avocats, c'est que on sait à peu près combien ça coûte. Quand tu as fait 5 deals avec le même avocat, tu peux lui dire mais pourquoi t'es plus cher que sur l'autre? Il n'y a pas eu plus de boulot. Donc moi, le forfait, c'est un truc qui nous va bien. Et après ça, on sait bien, il y a des deals où le dossier casse, reprend, les négos sont interminables. En face, on a quelqu'un qui nous fait perdre beaucoup de temps. Donc je suis parfaitement conscient qu'il y a des sujets sur lesquels ça va coûter beaucoup plus cher. Et quand mon avocat me dit, écoute, franchement, mon forfait, il ne tient pas, fais-moi une rallonge, on discute d'une rallonge et puis on se dit, on se repasse sur le prochain. Et je me suis déjà engueulé, mais sérieusement, avec des avocats qui arrivaient avec des factures que je ne comprenais pas et où je leur disais mais attends, mais tu as fait des tas de trucs qui m'expliquent que j'ai fait ça, et je dis mais je t'ai jamais demandé de faire ça. Parce qu'il y a quand même des avocats, il faut le dire, qui ont une faculté à créer des problèmes là où il n'y en a pas, ou à aller vouloir investiguer des solutions sur lesquelles tu sais déjà toi que ça ne marche pas, parce que mine de rien, nous on n'est pas des spécialistes du droit des sociétés, mais quand tu as fait 30 ans de LBO, moi je sais rédiger un pacte, je sais rédiger une offre ferme, je sais... Quand je relis un truc, je vois bien là où il y a des bugs ou pas de bugs. Et franchement, j'ai plusieurs fois eu des avocats qui m'ont dit que je leur dis ça marche pas. Et perds pas ton temps avec ça. Ou ça me va pas. Ou ce que ça fait économiser, c'est peanuts par rapport à la complexité de l'usine à gaz que tu vas créer. Donc non. Et il y a des avocats, si, ils le font quand même. Puis à la fin, ils te présentent la douloureuse et t'es pas d'accord. Et un avocat, il n'aime pas du tout qu'on lui dise qu'on ne va pas payer les heures qu'il a produites. Est-ce que tu auras un conseil à donner aux avocats qui voudraient t'approcher? Comment on fait pour approcher un Pierre Descré, directeur associé de chez Parkwest? Nous, on est, c'est peut-être un peu bête, mais on est une profession dans laquelle le track record de nos conseils, et j'élargis à tous les conseils, il est extrêmement important. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient juste sur sa bonne mine, sa compétence, tu es incapable d'en juger sur la bonne mine de la personne. Et donc, ça a beaucoup moins de valeur, c'est important, mais ça a beaucoup de valeur que de savoir que tel avocat ou tel conseil, c'est lui qui est le conseil de telle boîte, telle boîte, telle boîte, telle boîte, tel fonds, tel fonds, tel fonds, tel fonds. Comme ça permet de situer quels sont les types de personnes ou d'opérations qu'il conseille. Et ça permet de passer 3 coups de fil facilement d'ailleurs pour vérifier. Pas tellement pour vérifier, mais juste pour prendre un peu le pouls de comment il travaille et comment il est vécu par le client en fait. Mais c'est vrai que et puis nous, il y a des gens, on reçoit facilement. Tu vois, typiquement, un avocat me contacte, il me donne son track record des deals qu'il a conseillés, et dedans il y a des deals qui m'intéressent furieusement pour la prochaine fois qu'ils sortiront. Moi, de manière extrêmement intéressée, je vais plus facilement le recevoir parce que on va aussi discuter de ses clients et du jour où ça va ressortir, etc. Et dans ces relations, il y a toujours beaucoup de donnant-donnant. Je te reçois, je t'écoute, tu me reçois, on parle, on crée un lien, et le lien, il peut servir dans les deux sens à un moment donné, tout de suite ou dans des années. Moi, je crois beaucoup aux relations, donc établir les relations, c'est intéressant, mais du coup, il faut donner un contenu autour de la discussion qui va s'établir. Très clair.
Est-ce qu'il y a des sujets liés au management, à la diversité qui sont importants pour toi au sein des cabinets d'avocats? J'ai un exemple qui vient en tête dans un cabinet américain où des Américains sont venus faire un deal dans un cabinet dont je ne citerai pas le nom. Ils ont vu qu'il y avait 5 mâles blancs assis à la table alors que les conseils adverses avaient le pan de la diversité qu'on peut attendre aujourd'hui. Est-ce que toi, c'est un truc que tu regardes? Très franchement, non. Ok. Nous, on est très... Nous, on regarde la compétence. Donc, nous, on est ravis de voir des cabinets qui incluent de la diversité parce que c'est une direction dans laquelle nous, on est partis. Nous, on recrute massivement depuis des années, bien avant toutes les lois des femmes, parce qu'on trouve que c'est de toute façon intéressant pour la diversité de la réflexion dans les équipes. Mais par exemple, on est nul en diversité d'études, parce qu'on est 70% d'HEC dans l'équipe. c'est pas très divers, mais nous, on est beaucoup plus câblés compétences que... Parce que la diversité pour la diversité, si c'est juste pour cocher des cases et faire du facial, c'est non. C'est pas que c'est non, mais c'est juste ça nous intéresse. C'est pas un critère de sélection, on va dire. Très clair. Dernière question, Pierre, et après je te laisse tranquille parce que tu m'as déjà accordé pas mal de temps. Ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans que tu as fondé ParkWest. Tu as fait un paquet de deals. Si je compte 2 par an en moyenne, ça fait au moins 40 deals depuis que tu es sur ParkWest. C'est quoi l'avenir? C'est quoi les 10 prochaines années? Tu as 59 ans, c'est quoi les 10 prochaines années de Pierre Decret? Pierre Decret de ParkWest, parce qu'il y a 2 questions différentes. Les deux m'intéressent. Non, mais on est dans un métier du private equity qui est promis à un avenir très durable. C'est une vraie classe d'actifs qui s'est développée, qui s'est installée en 30 ans dans le paysage mondial. Mais en tout cas, nous, on est franco-français, donc dans le paysage français. Moi, je suis convaincu que c'est un type d'actionnariat qui va complètement remplacer la bourse. C'est déjà largement le cas. Sur les PME, plus personne ne va en bourse, ça n'a aucun intérêt. Et en revanche, le private equity, pour ça, est probablement le meilleur modèle de gouvernance pour les entreprises. Voilà, donc je pense qu'il y a une place énorme pour ce métier. Nous, on a une équipe top de gens extrêmement fidèles parce que tout le monde est là depuis le début et il n'y a eu quasiment jamais aucun départ. Donc nous, notre enjeu, c'est de continuer en tant que ParkWest à faire le métier de manière très professionnelle et très performante, tout en étant extrêmement humaine, parce que c'est notre volonté, c'est de faire le métier bien et pour autant d'avoir des très bonnes perfs. Et notre durabilité, d'ailleurs, ne sera au prix de la performance, parce qu'il n'y a pas de secret sur le long terme. Si tu n'es pas performant, tu ne lèves pas de nouveaux fonds et tu sors du marché. Donc nous, notre enjeu, c'est de rester dans le marché, de rester performant, de grandir gentiment tous les ans à chaque levée de fonds pour pouvoir agrandir l'équipe, se doter de nouvelles ressources. On a besoin de plus en plus de moyens dans un marché très compétitif pour être performant, pour que les gens aient envie de bosser avec nous. Et donc l'avenir de ParkWest, et de le mien, donc c'est lié à moi, c'est progressivement assurer la montée en puissance des équipes plus jeunes pour qu'ils puissent devenir totalement autonomes sur les opérations qui montent, de manière à ce que d'ici quelques années, on n'ait plus besoin du tout de moi ou des autres associés plus âgés qui puissent progressivement se retirer et aller faire d'autres choses. Le monde est plein de choses très passionnantes à faire et ça se fera progressivement en sifflet. Donc l'enjeu pour moi, il est là. Eh bien écoute Pierre, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Je t'en prie, pour les avec plaisir. riches que tu as pu donner aussi aux avocats auditeurs de ce podcast. Et à très vite. Au revoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt!